Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. À l'âge de tenir assis, il ne tenait pas assis, et il ne marchait pas, il ne parlait pas. Et c'est là que pour la première fois, on entend parler de handicap. Il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris un médicament pendant la grossesse. Donc je me bats pour les autres, pour ceux qui ont été malheureusement victimes. Il faut agir, il faut faire bouger les choses. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Elle a l'air de penser à tout, elle a un fichu caractère énorme et elle a un très très grand cœur. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Dans quelques minutes, je rencontrerai Marine, une femme frappée par une tragédie qui pourtant aurait pu être évitée. Diagnostiquée épileptique à 6 ans, Marine est soumise à un traitement qui la suivra toute sa vie, même lors de ses 2 grossesses. C'est après la naissance de son 2e enfant que le drame se noue. Le petit garçon est victime d'un retard psychomoteur inquiétant. La vie de famille bascule, seul un cri silencieux reste en suspens. Pourquoi ? En 2009, Marine pense avoir découvert le potentiel coupable, la dépakine, son propre traitement anti-épileptique. Après plusieurs années de procédure, elle obtient un rapport d'expertise qui établit enfin le lien entre le médicament et les troubles de l'enfant. Aujourd'hui, à travers son association, cette mère de famille livre bataille. Dans l'attente d'un jugement, elle a choisi de se confier. Bonjour Marine. Bonjour, enchantée. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Ça fait plaisir de vous voir avec le sourire en fait. Un petit peu émue quand même de vous rencontrer, d'être ici. C'est oui, un moment d'émotion, c'est sûr. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Parce que vous traversez ce que tous les parents sur Terre appréhendent le plus, finalement, la maladie d'enfant. Et vous avez 2 enfants qui sont malades. Et vous pensez qu'il y a un lien avec le médicament que vous avez pris pendant que vous étiez enceinte. Vous êtes en train de vous battre, c'est un peu David contre Goliath. Oui, parce que je savais que tous les jours des enfants allaient naître sous dépakine et que tous les jours des enfants allaient naître handicapés à cause de cette exposition pendant la grossesse. Et c'était me taire, c'était pas possible. En tant que citoyenne, je pouvais pas, sachant que moi je savais, il fallait que je rende public ça, même si j'avais au départ peur de rendre public mon épilepsie, ma propre maladie. Je vous offre un café? Oui, avec grand Vous voulez plaisir. un thé, un café, un jus? Un café. Un café. Alors, c'est vrai que votre histoire rappelle, vous savez, ce film avec Julia Roberts, Erin Brockovich, d'accord? Où on voit une femme seule qui se bat contre une multinationale. C'est ce que vous êtes en train de faire? C'est vrai que c'était un des plus grands laboratoires français, c'était compliqué. C'est pour ça que dès le départ, je me suis dit, il faut que je parte bien accompagnée. Donc j'ai pris effectivement un avocat qui était spécialisé dans le droit du médicament et de la santé. Parce qu'aujourd'hui, votre histoire, c'est quoi? Vous êtes la maman de 2 enfants Oui. qui souffrent à la fois de malformations et de troubles autistiques. Oui. Vous êtes convaincue qu'il y a un lien avec un médicament que vous avez pris toute votre vie, notamment quand vous étiez enceinte, contre l'épilepsie. Oui. Et donc, vous avez déjà entamé 2 procédures judiciaires. Oui, exactement. Et ça en est où? Ça suit son cours, ça avance bien. Il y a déjà eu une reconnaissance, c'est-à-dire que les enfants sont passés devant des experts judiciaires et le lien a été clairement établi entre la prise de dépakine pendant la grossesse et le handicap des enfants. Donc c'est pas juste l'intuition d'une maman malheureuse et dans la douleur. Comment vont vos enfants aujourd'hui? C'est quoi leur situation de santé en fait? Elle reste toujours précaire et pas complètement établie. Voilà, il y a des difficultés au quotidien pour mon fils, notamment pour faire ses lacets, fermer une porte. Parce qu'il n'a pas l'appréhension, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a un trouble praxique qu'on appelle, donc il n'arrive pas à bien serrer un stylo, ce qui rend le quotidien difficile, quoi. Voilà, il peut y avoir des choses comme couper sa viande qui ne sont pas toujours aisées pour lui. Voilà. Et votre fille? Ma fille, c'est pareil, toujours ce trouble psychomoteur qui fait qu'aujourd'hui, tous les 2, on a un ordinateur en classe pour pallier à ça. Et puis les troubles autistiques qui restent quand même là, même s'ils se sont améliorés. Donc c'est des fois difficile pour mes enfants d'avoir des copains ou de vivre comme tous les jeunes de leur âge.
Vous êtes en train de vous battre pourquoi finalement? C'est que sur ce médicament, il y a un logo qui dit ne pas prendre quand on est enceinte? C'est que ce médicament soit interdit? C'est que ces gens indemnisent les victimes? C'est quoi l'objectif? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est un travail d'information, informer ces femmes que, attention, il ne faut pas avoir d'enfant avec cet anti-épileptique-là parce qu'il est extrêmement dangereux. Et puis après, maintenant qu'il y a eu, pendant 50 ans, des enfants qui sont nés et qui sont aujourd'hui handicapés, mais il faut les prendre en charge, il faut assumer. Les écrits, la littérature scientifique, les études montrent qu'on connaissait les risques depuis le début. Donc pourquoi ils n'ont pas été mentionnés dès le départ dans la notice? C'est toute la question. Alors, quand une femme part seule au combat, on se dit qu'est-ce qu'elle va obtenir? Et ce qui est assez fou, c'est que je crois que la ministre de la Santé a annoncé quelque chose d'important. Oui. C'est qu'il va y avoir quoi? Un fonds d'indemnisation qui va être mis en place, voté au Parlement en novembre ou décembre prochain. Donc oui, c'est des victoires chaque jour un petit peu plus. Et pour les victimes, c'est une reconnaissance, c'est super important. Parce que nous, maman, on culpabilise énormément. On se dit, d'avoir pris ce médicament. J'ai pris ce médicament-là, mon instinct de mère ne m'a pas dit qu'il fallait pas que je le prenne. Voilà, donc c'est très dur à vivre au quotidien, cette culpabilité. Même si on a posé la question au médecin qui nous a dit, il n'y a pas de risque. Allez-y, prenez de la vitamine et tout ira bien. Donc cette reconnaissance institutionnelle, c'est très important. Soulage un petit peu la culpabilité. Voilà, soulage la culpabilité. Mais, je trouve que c'est une leçon de vie. Vous acceptez mon admiration. Je sais pas, je me sens juste une citoyenne banale qui, effectivement, dit à un moment donné, non, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Voilà. Avant de vous rencontrer, on vient de se rencontrer pour la première fois, je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre histoire pour savoir qui vous êtes, pour comprendre encore une fois pourquoi vous vous battez. Et donc, je les ai disposées dans l'atelier. Je vous laisse parcourir ces photos et on se retrouve dans le patio. D'accord. Pour qu'on rentre dans le détail dans cette histoire. Je vous accompagne. À tout de suite. Ah bien, merci. Mama, take this banjo for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Difficile. On cicatrise jamais complètement. Voilà. On aurait pu vous voir comme une victime, et moi j'ai envie de vous voir comme une combattante. Pour comprendre qui est cette femme qui est en face de moi et qui se bat et qui fait changer les choses, c'est important de connaître ce parcours. Et donc, elle a quel âge cette petite fille-là? Je pense 6 ans à peu près, ouais. C'est autour de ces années-là que, pour la première fois, on a détecté une épilepsie. Alors au départ, je tremblais juste des mains et ma maman a eu du mal à savoir ce que c'était. Puis finalement, une médecin généraliste lui a dit c'est peut-être de l'épilepsie, allez vérifier. Et donc effectivement, ça s'est confirmé par la suite. Et tout de suite, donc c'était en 1978, on m'a placée et mise sous Dépakine. Si l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait eu la possibilité de dire quelque chose à l'oreille de cette petite fille, qui ne connaît pas la suite de l'histoire, le destin, vous le connaissez, qu'est-ce que vous auriez eu envie de lui dire pour l'accompagner pour la suite? Courage, il faut croire en toi, tu peux y arriver parce que c'est vrai que adolescente, j'ai beaucoup douté de moi pendant très très longtemps et j'avoue qu'aujourd'hui je suis même surprise de mon parcours et de me retrouver là devant vous. Quand vos parents apprennent que vous êtes épileptique, ça se passe comment? Ils réagissent comment? Est-ce que c'est un sujet de conversation dans la famille? Pas tellement, parce que l'épilepsie, à l'époque, était mal vue. Les grands-parents se renvoyaient la balle en disant non, il n'y a pas de maladie d'épilepsie dans la famille, ni de ce côté, ni de celui-là. Donc, de manière générale, c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Donc, j'absorbais, à l'époque, c'était sous forme liquide, un espèce de sirop quotidiennement. Mais on ne parlait pas de la maladie. Voilà. La seule chose qu'il fallait, c'est Marine, elle doit dormir beaucoup. Voilà, c'est tout. Alors, cet enfant est épileptique dans la famille, on n'en parle pas
Vous dites parce que finalement, à l'époque, les gens se sentent coupables. Oui. Mais c'est une enfant plus fragile que les autres. Est-ce qu'elle est plus protégée que les autres? Plus protégée, non, je crois pas. Par contre, c'est vrai que les traitements sont lourds et donc scolairement, effectivement, il y a eu des difficultés qui sont apparues. Donc, au primaire, je redouble le CM1, voilà, des choses comme ça. Donc, je me sens vraiment le vilain petit canard, alors que mes frères et sœurs ont une scolarité tout à fait normale. Et donc, il y a des conséquences physiques, par exemple, de ce médicament? Oui, une prise de poids très importante. Ça, c'était un complexe, puisque dans toute ma famille, c'était tous minces et menus. Voilà, moi, j'étais la seule à être un petit peu forte. Voilà, des petites choses comme ça qui fait que on s'aime pas trop, quoi, on s'apprécie pas trop, perte de confiance en soi et tout ce qui va avec, quoi. Pourquoi vilain petit canard? C'est fort comme mot. Vous avez une image de vous en train de penser ça? Oui, parce que, étant d'un milieu favorisé, mon père était quand même ingénieur, ma mère était psychologue de formation, donc il fallait au minimum que je fasse le même nombre d'études que mes parents. Mes parents avaient de l'ambition pour leurs enfants, donc cette pression, je la sentais malgré tout. Vous vous sentez décevante? Oui, tout à fait. Vis-à-vis de mes parents, oui, tout à fait. Mais c'est le regard d'une enfant, finalement, qui s'imagine, ou c'est des phrases que vous entendez qui vous font laisser penser ça? Non, c'est le quotidien aussi que j'entends à la maison. C'est-à-dire que mes frères et sœurs se moquaient de moi. Je suivais des cours en orthophonie et ils me disaient, de toute façon, toi, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas arrivé à ce stade-là de compréhension, enfin, voilà, par rapport à des mots que j'apprenais chez l'orthophoniste. Donc, voilà, et mes parents ne disaient rien, laissaient faire. Et alors à l'école, est-ce que les instituteurs sont au courant, les professeurs, les copains? Personne. Personne, parce que dès le départ, les médecins que je voyais m'avaient dit surtout vous ne le dites à personne. Parce que quoi? Parce que ça va impressionner les gens, donc on nous fait réellement peur, quoi. Puis on nous explique que dans certaines civilisations, c'est vu comme hanté par les démons, donc il ne faut pas en parler. Voilà, de l'épilepsie, on n'en parle pas. Quand on est gamin, on grandit avec ça dans la tête. Oui, donc j'étais épileptique, mais je n'en parlais pas. En plus de devoir suivre un traitement quotidien et lourd, l'adolescente est condamnée au silence. La maladie fait peur. Marine ne se sent pas normale. Le fait d'être mise à l'écart, ça ne va pas créer un trait de caractère particulier par rapport au reste du monde, par rapport aux injustices? Voilà, effectivement, c'est ça. Les injustices, donc tout de suite, ado, je traînais souvent avec des copines maghrébines, le racisme, militantes. Forcément, ça m'a attirée vers les gens un peu plus peut-être défavorisés. Donc un combat un peu idéaliste. Je rêvais de travailler pour Médecins du Monde ou des trucs comme ça. Et alors, cette adolescente rebelle est inspirée par qui? Des gens comme Daniel Balavoine qui se battaient pour l'injustice des jeunes, qui avaient dû... voilà. Vous vous rappelez d'un moment particulier? Alors il y a un extrait en 1981 où Daniel Balavoine s'adresse à François Mitterrand et l'interpelle. Et là vous avez 12 ans, on le regarde aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais. On regarde aujourd'hui et vous me dites ce que vous avez ressenti à l'époque et pourquoi il vous a inspiré et pourquoi il vous inspire aujourd'hui dans ce combat que vous menez. La seule chose que je peux vous dire, Monsieur Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là, je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler 1 minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Non, ça n'arrive jamais. Regardez l'émission qu'il y a eu hier soir sur Antenne 2, les dossiers de l'écran. Enfin, vous n'allez pas me dire que les mômes qui étaient concernés par la contraception... nous-mêmes ici, nous avons donné assez fréquemment la parole à des jeunes. Je sais bien, on est obligé... Écoutez, vous exagérez l'information, je suis obligé de l'exagérer moi aussi pour résumer. Je la résume à ma manière. J'essaie de lire rapidement mes notes. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. C'est tellement actuel, non? Voilà, c'est un citoyen, bon, c'est vrai, certes, un petit peu connu déjà à l'époque. Il a le trac, on voit qu'il a le trac. Oui, on parce voit. qu'il défie l'autorité. Voilà, c'est ça. Et il ose prévenir qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements dans la société qui font qu'aujourd'hui, c'est dangereux et que les pouvoirs publics, il faut absolument qu'ils se saisissent de ça. Et dans l'affaire de la dépakine, c'est ça. Donc il y a un écho. Quand vous entendez cet homme défier cette autorité, prévenir, ça ressemble à ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes une citoyenne parmi les autres et vous parlez... Et vous vous battez contre un laboratoire puissant, pharmaceutique, contre des pouvoirs publics.
Je voudrais reprendre le récit de votre histoire. Donc, on a vu que cette adolescente était habitée par la révolte. Ouais. Est-ce qu'elle va rencontrer l'amour? Comment ça va se passer? Oui, alors je rencontre effectivement mon mari au lycée, donc dans un voyage à l'étranger. Donc vous êtes la jeune fille un peu à l'écart, un peu spéciale, un peu complexée. Et lui, c'est qui? Lui, c'est l'intello du collège, enfin du lycée, pardon. Donc c'est effectivement celui qui aura les meilleures notes au bac, en philo, voilà. Et puis. Mais alors, oui. Vous allez vous rencontrer dans un voyage scolaire un petit peu, vous rapprocher. Et est-ce qu'il est au courant de votre épilepsie, lui? Au début, non. Non. C'est par la suite, effectivement. Puis bon, quand il me verra faire la première crise, que je lui dirai tout sur ma maladie, etc. Quelle sera sa réaction? Ça ne changera rien à son amour vis-à-vis de moi, donc il l'acceptera et il m'aidera quand les crises seront là, quoi. Donc il apprendra à gérer ça aussi. Et du coup, dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous allez faire vraiment? Et surtout, est-ce que vous cachez la maladie? Oui, toujours ça, toujours. L'épilepsie. Oui. Donc je commence dans l'éducation nationale. Après, le hasard fait que je me retrouve dans un contexte complètement différent, à travailler dans la logistique, puisque j'avais aussi un diplôme de logisticienne. Et là, on me dit, mais on s'en fiche de ton diplôme, tu commences en bas et tu vas conduire des grues. Et tu vas soulever des containers de 30 tonnes et tu vas les charger sur le train. Et là, vous ne dites pas que vous êtes épileptique? Et là, je ne dis pas que je suis épileptique, sinon on ne m'aurait jamais laissé conduire une grue. Donc de peur de perdre son emploi, ouais. On cache quelque chose qui peut mettre en danger des vies, la vôtre et celle des autres. Après, je savais très bien que j'étais stabilisée avec mon traitement, je ne faisais plus une seule crise, donc je fais ce que m'avaient dit les médecins, c'est-à-dire ne pas le dire dans mon milieu du travail et continuer à bosser comme je savais le faire. La maladie ne disparaît pas, mais d'année en année, Marine apprend à vivre avec. Et cette maladie ne change rien à l'amour que lui porte Florent, son petit copain, qui deviendra bientôt son mari. La noce est fêtée en 1998, le rêve de fonder une famille devient alors réalité. Alors on va parler de vos enfants. Première grossesse? Oui. Elle se déroule sur Montpellier à l'époque, enfant très désiré, on avait fini nos études, on a annoncé vraiment c'était une grossesse préparée, réfléchie. Pendant la grossesse, encore une fois, vous êtes attentive, mais puisque c'est ça le combat d'aujourd'hui, vous continuez de prendre ce médicament pour lutter contre l'épilepsie? Oui, parce que mon épilepsie est une épilepsie à vie. Je ne pourrai jamais passer de traitement. Ça, je l'avais bien compris. Mais je m'étais renseignée, puisqu'à l'époque, il y avait marqué « Consultez votre médecin ». Et les médecins disent quoi? Le neurologue dit, à part la malformation de la colonne vertébrale qu'on appelle spina bifida, il n'y a rien d'autre. Prenez de la vitamine B9, c'est de l'acide folique, et tout ira bien. Je vais voir le gynécologue, même discours. Le médecin généraliste, même discours. Donc tous les trois étaient d'accord. Donc ils m'ont envoyé vers les meilleurs spécialistes pour faire les échographies, pour voir si effectivement il y avait cette malformation et il n'y avait pas cette malformation, donc tout allait bien. Comment se passe l'accouchement? Très mal, puisque j'ai failli mourir ce jour-là. C'est pas une formule? Non, réellement. Donc la péridurale n'a pas marché, donc j'ai tout senti, j'étais épuisée. Quand j'ai réussi enfin à expulser donc Salomé de mon ventre, je suis tombée à 2 de tension. Et là, j'ai vu les gens au-dessus de moi, mais vraiment, je souffrais pas, mais devenir blême et me donner des gifles. Et Madame Martin, réveillez-vous, réveillez-vous. Et là, moi, je me sentais sortir de mon corps. Je me suis vue sur le lit et ils m'ont injecté à ce moment-là un liquide dans le bras et je suis redescendue. Et pendant ce temps-là, mon mari qui était à côté de moi a été pris en charge par une sage-femme. Il était blême, il commençait à pleurer. Et voilà, donc après j'ai su que j'avais fait une hémorragie placentaire en fait. Donc il n'y avait pas assez de contractions pour expulser le placenta. Voilà. Donc naissance de la petite. Voilà, qui a été mise sous couveuse. Elle était épuisée comme moi. Donc les choses se sont pas très bien passées. On m'a placée après dans ma chambre. Mais le problème c'est que j'avais perdu beaucoup de sang. Et que le médicament que je prends, c'est une concentration dans le sang, donc ce qui fait que 24 heures après, alors que j'étais seule, j'étais en train de changer Salomé sur la table à langer, je suis tombée et j'ai fait une crise d'épilepsie. Et c'est les bruits des convulsions contre la porte qui ont alerté la voisine de chambre qui a prévenu les infirmières. C'est là où je me suis dit plus jamais ça. Donc pour la deuxième grossesse, je serai encore plus vigilante à ne jamais louper une seule prise. Donc c'est 2 ans plus tard, naissance voilà. de Nathan.
Je voulais absolument des enfants rapprochés parce que, comme je dis, j'avais envie de me débarrasser de la période couche. Donc j'avais prévu de les faire tous les 2-3 ans, vraiment. C'était donc pareil. Je vais revoir le médecin, même discours, la malformation de la colonne vertébrale. Prenez de la vitamine B9 et tout ira bien. Donc à nouveau suivi, même échographe spécialisé dans ce qu'on appelle les grossesses à risque pour cette malformation-là. Bien observé, tout va bien. Donc Nathan naît en 2002, en mars 2002, mais il avait une malformation des membres. Et donc dès le début, on m'a dit mais ça existe dans la population normale, donc ne vous inquiétez pas, c'est opérable, tout ira bien. Et puis le temps passe. À l'âge de tenir assis, il ne tenait pas assis. À l'âge de marcher, il ne marchait pas. À l'âge de parler, il ne parlait pas. Et les pédiatres que j'allais voir à l'époque, puisqu'on s'est installé à ce moment-là à Perpignan, me disaient « Oh, c'est une grosse feignasse, il va prendre son temps, mais il va y arriver, machin. » Voilà, mais moi je voyais que par rapport à Salomé, il y avait une différence. Ma maman m'a aidée à ce moment-là en me disant « Oui, là, ton garçon, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne tend pas le bras pour attraper la petite cuillère quand on l'a sur les genoux au café ou des choses comme ça. » Donc vous consultez ailleurs ? Donc là, très vite, elle me conseille d'aller dans ce qu'on appelle les CAMS, les centres d'accueil médico-social précoce, pour demander un avis de médecin. Donc là, je vois un médecin pédiatre et une psychiatre aussi, qui me diagnostique, après observation de l'enfant pendant 10 jours, un trouble du comportement et un trouble du langage. Voilà, sans d'autres explications possibles. À ce moment-là, vous vous dites quoi ? Le couperet tombe parce qu'on passe d'un retard à un trouble. Et c'est là que pour la première fois, on entend parler de handicap. Donc on bascule dans un autre monde. Les troubles autistiques du petit Nathan sont de plus en plus visibles. Ils seront enfin diagnostiqués en 2005. Le handicap n'est plus un fantasme angoissant, mais une réalité dans laquelle plonge la famille. Et dans le couple, j'imagine que c'est difficile du coup. Oui, parce qu'au début, on s'entend dire tu couvres trop ton garçon, tu l'as allaité trop longtemps, c'est pour ça que sûrement il est trop proche de toi. Là, on vous culpabilise. Au début, oui, on y croit. Et puis après, y a un temps de latence. Qu'est-ce que c'est le handicap ? Et forcément, à ce moment-là, ça crée des tensions, des incompréhensions. Et ça a été très difficile. Et effectivement, on a failli se séparer autour de 2005-2006. Ça a été un moment très très dur entre moi et mon mari. Parce que vous n'aviez pas le même regard ou la même attitude ? Non, parce que moi je sentais que c'était pas de l'ordre du retard, mais du handicap, de la différence. Et mon mari a eu du mal, je pense, à accepter. Pour lui, c'était quoi ? Le handicap. Au départ, c'était surtout un retard. C'était dû à notre éducation, l'éducation qu'on donnait à nos enfants, et pas forcément à quelque chose d'extérieur. Donc vous avez surmonté cette crise de couple ? Oui, difficilement, mais oui, on y arrive finalement, parce que vraiment nos enfants, c'était le plus important. Donc vraiment, on a surpassé notre égoïsme personnel. Et avant d'aborder le moment où vous comprenez qu'il y a un lien avec ce médicament que vous avez pris pendant votre grossesse, c'est quoi la croissance de vos enfants là ? Nathan, très tôt, il a prise en charge avec plein d'intervenants, donc psychomotriciens, parce qu'effectivement, pour essayer de l'aider dans ses troubles moteurs, psychologiques. Donc il y avait la psychiatre qui nous recevait une fois par semaine, les rendez-vous avec le pédiatre, les ateliers psychologiques, la pataugeoire pour travailler sur le corps, etc. Donc une prise en charge très très lourde avec les dossiers MDPH, on découvre les assistantes sociales qui nous aident, enfin voilà, tout ça. Tout un parcours. Tout un parcours très difficile, des années très difficiles. À ne plus vouloir sortir, à ne plus réussir à recevoir des amis, parce que quand il y avait des amis avec des enfants de la même tranche d'âge et qu'on voyait tout ce que les enfants faisaient, que le nôtre il faisait pas, c'est insupportable. Donc on s'isole, on se replie, on veut plus aller voir les autres. Voilà. Et puis il y a cette envie d'un troisième enfant qui vient. 2-3 ans après, assez rapidement, et se dire mais qu'est-ce que mon troisième enfant risque d'avoir le même problème, qu'est-ce que je fais Donc heureusement, il existe Internet qui commence à apparaître, 2005, 2006, toutes ces années-là, donc on commence à chercher.
Et c'est vrai qu'à l'époque, à Montpellier, j'avais vu les travaux d'un médecin qui parlait des fils d'agriculteurs qui avaient été exposés aux pesticides, qui avaient des malformations des membres et tout ça. Je me dis, c'est bizarre, moi je ne suis pas fille d'agriculteur, je n'ai pas été exposée aux pesticides. Par contre, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris un médicament pendant la grossesse. Et donc, dans Google, aussi simplement que ça, j'ai mis médicaments dangereux pour la grossesse. Et le premier qui est sorti, c'était le Roaccutane, un anti-acnéique. Et le deuxième, c'était la Dépakine, celui que je prenais. Et ça venait pas d'un blog, ça venait d'un hôpital Trousseau à Paris, où un médecin décrivait toutes les conséquences. Et là, tous les points collés. Et là, je m'écroule, quoi. Ça commence à couler le long de ma joue, et parce que je comprends, enfin, il y a un tableau clinique, comme on dit, qui colle sur tous les points, et voilà, et on tremble, et on découvre ça seul, il y a personne autour de soi, et je me suis jetée sur mon téléphone, et j'ai appelé mon mari qui était au boulot, et je lui ai dit, ça y est, j'ai enfin trouvé, quoi. En 2009, après 1000 questions restées sans réponse, Marine découvre enfin la vérité. La Dépakine, le neuroleptique qui lutte contre son épilepsie, serait le responsable du handicap de son fils. Donc les émotions, c'est quoi? C'est d'abord de la colère? La colère, parce qu'on m'a menti, on m'a trompé. Pourquoi les médecins ne m'ont pas informé? Pourquoi c'était pas marqué dans la notice? Pourquoi on m'a dit que je pouvais le prendre et qu'il n'y avait pas de risque? Comment ça se fait? Et puis on s'aperçoit de fil en aiguille qu'il y a des études nombreuses, très nombreuses, vraiment scientifiques sur le sujet, qui disent que oui, ça se sait depuis des années et des années. Et voilà, et je trouve aussi un article de presse qui parle d'une maman qui a porté plainte en 2008 du côté de Tours. Il y a le nom de son avocate. Je contacte l'avocate, je laisse mes coordonnées et je lui dis, voilà, si la maman veut me contacter, qu'elle n'hésite pas. On a pu échanger et déjà je me suis dit, je ne suis pas seule, on est deux. Voilà. Et si on est deux, on est sûrement 3, on est sûrement 4. Il faut que je trouve ces mamans. Qu'est-ce qui devient important pour vous à ce moment-là? Maintenant que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je ne suis pas une adepte des bonnes résolutions, mais en fait, dans la nuit du 31 décembre 2010 à 1er janvier 2011, j'ai fait ce cauchemar où j'assistais à un viol dans le métro et je ne bougeais pas. Et je me suis réveillée en me disant, mais tous les jours, des enfants vont naître sous Dépakine, tous les jours, tu fais rien, c'est pas possible. Et mon mari s'est réveillé et je lui ai dit, mais c'est facile de monter une association. Il me dit, il faut être 3. Je lui ai dit, est-ce que tu acceptes d'être le trésorier? Je demanderai à Christelle, cette maman, d'être la secrétaire et c'est parti. Et là, l'objectif, ça devient quoi à ce moment-là? Informer les familles, informer des dangers, informer pour éviter que d'autres enfants naissent handicapés à cause de ce médicament. Ce n'est pas seulement un drame personnel. Marine est convaincue d'être victime d'un scandale médical. Il devient vital pour elle de le dévoiler au grand jour. J'ai compris très tôt que si je voulais toucher d'autres mamans, il fallait qu'elles soient informées. Et ça a tout de suite marché, c'est-à-dire que même si ça a été la presse locale et France 3 locale, une trentaine de mamans m'ont contacté dans les jours qui ont suivi en me disant je suis dans la même situation que vous, etc. Donc je les ai reçues pour la première fois à la maison, on a discuté, on a partagé, et je me suis rendu compte qu'effectivement, nos expériences étaient les mêmes. On avait eu le même discours, prenez de la vitamine B9 et tout ira bien. Donc c'est là où je me disais, le discours était vraiment bien rodé, hein. On a tout eu la même chose. Donc il y avait déjà cette parole qui était libérée, donc médiatisée pour que d'autres se sentent moins seuls, et ça soulageait déjà la souffrance. Oui. Et puis après, il y a un combat. Voilà. Et le combat, à ce moment-là, ça devient quoi en fait? 2011, on est en plein scandale Mediator. Et effectivement, à la télévision, je vois cette femme, Irène Frachon, médecin pneumologue, lanceuse d'alerte dans le Mediator, et je me dis déjà, waouh, je suis épatée par la femme, sa manière de parler, son franc-parler me... Le fait qu'elle se batte contre des puissants. Voilà, et elle s'est levée, elle, alors qu'elle n'était pas touchée dans sa chair. Moi, ce sont mes enfants qui sont touchés. Elles, ce sont ses patientes. Et pourtant, elle a la pugnacité, la volonté de dire « stop, il faut arrêter ». Et elle dénonce ça, quitte à se faire placardiser par ses collègues médecins. Et là, je me suis dit « c'est pas possible. Toi aussi, il faut que tu te battes ». Et là, je me suis dit, mais qui est ce jeune avocat qui s'exprime à la télévision? Il faut absolument que je trouve son nom. Il faut que je prenne un avocat qui soit capable, qui ait déjà affronté un laboratoire puissant. Le combat, ça va être concrètement quoi? L'information sur la notice? Alors, l'information aux femmes enceintes, ça passe par la notice, par des informations de la part de l'État, au pouvoir public. Informer les médecins. Les médecins, quand je leur disais, c'est une embryo-fétopathie valproate, pardon, c'est quoi? Vous parlez quelle langue? Voilà, ils ne connaissaient absolument pas la pathologie. Donc c'est moi qui ai amené des documents scientifiques
pour leur dire, c'est ça, quoi. Et donc, je me suis dit, oulala, il y a vraiment beaucoup à faire. J'ai alerté les pouvoirs publics. Au début, on m'a pas entendu, hein, bien sûr. Donc, c'est avec mes homologues anglaises et belges qu'on a réussi à faire, alors pas interdire, mais à changer les modes de prescription de la dépakine au niveau européen. Donc, ça ne vient pas de la France. L'Europe a obligé la France à mettre en place ce protocole. Et nous avons, patientes européennes, réussi à obtenir ça. Donc, il y a ce versant-là, informatif, mais il y a aussi le versant judiciaire, c'est-à-dire que dès lors que nos enfants sont handicapés, on se dit, mais bon, aujourd'hui, je gère les dossiers de handicap, je gère le quotidien, j'emploie une personne, quand je travaillais, j'employais une personne à domicile pour s'occuper de mon fils, mais quand je serai vieille et que je serai à la maison de retraite et plus capable de faire un dossier, qui c'est qui le fera? Qui c'est qui payera cette personne? Donc, c'est quoi? Eh bien, une indemnité qui permettra de payer cette personne, cette tierce personne qui éventuellement au quotidien assurera ce que je fais aujourd'hui. Son combat est une victoire tant sur le plan médical que politique. La ministre de la Santé souhaite présenter prochainement un projet de loi pour la création d'un fonds d'indemnisation aux victimes du médicament. Alors ça m'a surpris que ce soit les pouvoirs publics qui payent une indemnisation. Je pensais que c'était au laboratoire de le faire. Pour moi, ce fonds, il devait être alimenté par le laboratoire principalement. Oui, le rapport qui est sorti de l'Inspection générale des affaires sociales pointait du doigt la responsabilité de l'État puisqu'il n'a pas joué son rôle de pharmacovigilance, mais elle pointait aussi la responsabilité du laboratoire qui, comme l'État, connaissait la toxicité du produit. Quels sont les arguments d'un laboratoire comme ça? Alors aujourd'hui, ils se cachent derrière ou l'État ou les médecins, c'est-à-dire qu'ils disent à partir de 2006, on l'a marqué dans la notice à destination des médecins. Donc avant 2006, c'est de la faute de l'État parce qu'il nous a donné l'autorisation de commercialisation. Et après 2006, c'est de la faute des médecins parce qu'ils n'ont pas informé les patientes. Pourquoi vous prenez ce ton quand vous dites ça? Parce que moi, je trouve ça beaucoup trop facile et c'est horripilant. Ils se dédouanent de toute responsabilité, alors que bien sûr qu'ils auraient pu le faire noter dans les notices depuis bien longtemps. Mais comme la dépakine est un médicament qui était le plus utilisé pour soigner l'épilepsie, on était un marché de consommateurs extrêmement porteur. Je veux savoir ce que vous ressentez quand vous pensez à tout ce qu'on vient de raconter. Que déjà, moi je pense surtout aux mamans qui sont touchées. Il y a des histoires qui m'ont touchée. Il y a cette maman qui était épileptique parce qu'à l'adolescence, elle avait consommé de l'alcool et qu'elle avait fait une crise d'épilepsie suite à cette consommation d'alcool. Elle avait aujourd'hui près de 40 ans, elle décidait d'avoir une grossesse. Ça faisait 20 ans qu'elle consommait de la dépakine, mais elle ne s'était pas posé la question si oui ou non c'était nécessaire. Et en voyant notre site, elle a tout de suite arrêté son traitement. Aujourd'hui, elle a une petite fille qui est en parfaite santé. Et je me dis, voilà, si je n'avais pas informé, si je n'avais pas créé l'association, cette femme, elle aurait peut-être consommé ce médicament et cet enfant serait handicapé. Tout ça, ça me dit, tout ce travail que tu fais, il ne sert pas à rien. Il y a des bébés qui vont naître sains parce que les mamans pourront arrêter la dépakine. Et tout ça, vous le faites bénévolement? Oui, parce qu'une présidente d'association ne peut pas être salariée. Donc aujourd'hui, j'emploie du monde pour me donner un coup de main. Mais oui, non, c'est sur mon temps libre. Au fond, qu'est-ce qui vous habite pendant ce combat? Qu'en tant que citoyenne, il faut agir, il faut faire bouger les choses, changer les choses. Aujourd'hui, il y a des alarmes dans les maisons, on pose des alarmes incendie. J'avais lu que c'était parce que c'était une maman citoyenne qui avait perdu sa fille pendant la nuit suite à un incendie qui avait rendu ça obligatoire. C'est des initiatives citoyennes qui ont fait changer les choses, qui ont fait changer les réglementations. Et si le scandale de la dépakine permet de revoir la pharmacovigilance, de repenser les médicaments dangereux pendant la grossesse, parce qu'on n'en parle pas assez. On a le logo de femme enceinte barrée sur les bouteilles d'alcool, mais on ne dit rien sur les médicaments. Donc on sait très peu de choses. Et or, ils sont extrêmement nombreux, les médicaments dangereux pour la grossesse. Donc, cette jeune fille complexée n'imaginait pas qu'elle allait se battre comme vous le faites aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez si je vous dis que vous êtes quelqu'un d'inspirant? C'est gentil, si vous le dites, merci. Merci pour la confiance. Merci. Merci pour tout. Je vous ai demandé de me présenter des gens qui étaient à vos côtés pour ce combat. Oui. On va les recevoir. D'accord. Les invités, comme Marine Martin aujourd'hui, ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles de la vie. Bonjour. Bonjour. Grâce à ses proches, je vais tenter de mieux comprendre comment cette femme a pu surmonter le pire. Je vous laisse vous installer, vous êtes les bienvenus. Marine, Laurence, Charles. Permettez que je vous appelle Charles? Ah, mais avec plaisir.
Bon, alors présentez-moi les uns et les autres. Qui est là? Donc Charles-Joseph Houdin, l'avocat qui défend toutes les victimes de la dépakine et qui, sans lui, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc je lui dois beaucoup. Et qui avait défendu les victimes du Mediator. Et effectivement, que j'ai connu via la télé, puisqu'il a défendu les victimes du Mediator aux côtés d'Irène Frachon. D'accord. Vous nous direz pourquoi vous voulez lui dire merci et surtout vous nous direz pourquoi vous avez choisi de consacrer votre existence, quand même une partie de votre existence à ce type de cause. Hein. Et à côté de vous? Donc c'est Laurence, ma vice-présidente, qui... Donc vous appelez présidente. Voilà, de l'association, qui est comme moi une maman. L'association. Alors l'association, c'est l'APESAC, c'est l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivance. Et Laurence, donc, est une maman aussi d'enfants touchés, qui est dans la même situation que moi et qui m'aide au quotidien à gérer tout ce travail et à aider toutes ces familles. Parce qu'effectivement, si j'avais pas les bénévoles à mes côtés, on n'y arriverait pas, tellement le nombre d'appels est immense. Alors Laurence, vos 3 enfants étaient touchés? 3, oui. Lisa, qui a 22 ans. Lucas qui a 18 ans et Loïc 17 ans. Et ils ont tous les 3 des symptômes différents. C'est-à-dire? Lisa, en fait, à 15 ans, elle a commencé à avoir des problèmes digestifs. Elle s'est fait opérer, ça a duré. On nous a expliqué qu'en fait c'était de ma faute. On lui a conseillé de porter plainte contre moi parce que je la nourrissais mal. Et à 20 ans, elle s'est fait opérer. Ça n'a rien arrangé. Et ensuite, elle a de l'incontinence qui est apparue. On nous a conseillé de l'envoyer chez un psychiatre et on a appris l'an dernier uniquement le lien avec la dépakine. Vous l'avez appris comment? Grâce à l'association de Marine, voilà, grâce à Marine. Et Lisa a été en contact avec elle l'an dernier. Donc votre fille elle-même? Oui. Et voilà, et Lisa me disait, viens maman, il faut aller à l'Assemblée Générale, il faut... Regarde tout ce que l'on voit sur le site APESAC, regarde tout ce que fait Marine et Florent et l'équipe. Voilà, c'est et puis en fait un jour, en discutant avec Marine, j'ai appris que le spina bifida occulta, c'était un défaut de la colonne vertébrale, et l'enfant peut marcher, peut avoir une vie a priori normale, mais être touché. Et là, je me suis dit tiens, il y a quelque chose. À mon avis, Lisa elle a ça, elle a peut-être ça, parce que je me suis rappelé qu'elle avait un défaut cutané. C'est comme ça que j'ai fait le lien grâce à Marine, voilà, grâce à l'APESAC. Et donc, est-ce que vous aussi, comme Marine, vous avez dû prendre ce médicament contre les crises d'épilepsie pendant votre grossesse? Oui, tout à fait. J'ai été épileptique depuis l'âge de 11 ans et mise sous dépakine. Mon médecin, ensuite, quand je suis tombée enceinte, mon médecin a écrit à Sanofi en 93 pour leur demander leur avis. Sanofi lui a répondu, et j'ai le courrier, qu'il n'y avait pas lieu de m'alarmer, que ce n'était pas plus dangereux qu'un autre médicament. Voilà, et donc on a suivi la procédure. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai eu mes 3 enfants. Et je me retrouve avec une fille qui a un trou dans la colonne vertébrale, qui a l'incontinence à 22 ans, avec un deuxième qui est handicapé à 80%, qui ne sent pas le chaud, le froid, qui n'a pas conscience de la douleur, de la mort. Et avec Loïc, qui a 17 ans, et qui a des problèmes de poumons, des problèmes respiratoires, et chez qui on a détecté cette année, toujours grâce à Marine, grâce à APESAC, c'est pour ça que je lui dois beaucoup, on a détecté chez lui cette année des troubles de l'attention et des troubles de spectre autistique. Et le fait, quand vous dites grâce, ça veut dire que le fait de le détecter, c'est qu'on peut le traiter? C'est ça que vous voulez dire? Non. Pourquoi vous dites grâce? Pourquoi je dis grâce? Parce que, pour vous donner un exemple, Loïc, il avait des problèmes à l'école. Et il perdait ses affaires et il tombait souvent. Et on lui disait, mais tu tombes, fais attention, tu mets tes pieds. Mais non, on a appris, on a été voir Docteur Journel, on a fait les liens grâce à Marine, et on a appris qu'en fait, il faisait de l'hyperlaxité à cause de la dépakine. Voilà. Et donc là, on a pu mettre une prise en charge adaptée. Parce que quand le handicap est invisible, on se dit « Ah, cet enfant est maladroit », donc on le gronde, on est sévère avec lui. Alors qu'en fait, non, ça fait partie de la pathologie et qu'au contraire, une fois qu'on sait que c'est ça, on va être plus tolérant sur la difficulté qu'il va avoir à couper, à lasser ses chaussures, à ranger ses affaires, parce que ça fait partie de la pathologie. Donc l'enfant est mieux accepté et s'épanouit mieux, et derrière, on fait ce qu'il faut pour l'aider au quotidien. Parce que vous aussi, comme Marine, l'épilepsie, vous deviez la cacher aussi, quand vous étiez adolescente? C'était... on me disait souvent quand j'étais jeune, les épileptiques de mon temps, donc au début, dans les années 1950, on les brûlait,
Voilà, c'était possédé par le diable. C'est ce qu'on me disait. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est adolescent et qu'on entend ça? On le vit très mal. En plus, j'ai une sœur handicapée et puis la pauvre, elle prend le même traitement que moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et voilà, ça a été très difficile parce qu'il faut le cacher. Je l'ai très très mal vécu, cette épilepsie. Très très mal. Ce sont des absences et c'est très difficile. Parce que quand on subit une crise d'épilepsie, on est conscient, inconscient? Moi, dans mon cas, je perds connaissance, j'ai des convulsions et après je me réveille, mais il y a un moment souvent d'amnésie où je suis, qui est devant moi. Je l'appelle la petite mort parce que à chaque fois, je ne sais pas si je vais me réveiller. Donc, effectivement, il y a un moment qui est long et moi, j'ai le sentiment de disparaître pendant un instant et puis la conscience revient par petits coups, par à coups et on se réveille et puis on se dit, oui, on est là qui est autour de moi, donc ce qui fait qu'effectivement ça donne de la valeur aussi d'une certaine manière à la vie. Voilà, et ça vous donne une sacrée légitimité quand vous dites ça. Et donc, pour le coup, le fait de se rencontrer, d'être ensemble, grâce à votre fille, ça change quoi pour vous? Ça a tout changé. Ça a été fabuleux. C'était un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle naissance. C'est-à-dire? De chacun d'entre nous et de toute la famille. Mais c'est-à-dire que d'une part, on sait à quoi sont dus les problèmes de nos enfants. Donc ça veut dire qu'on n'est plus fautif. Enfin, on a une preuve, on sait qu'on n'est plus fautif. Donc on sait contre quoi on se bat. Donc en fait, on se bat tous contre ça. On se bat contre la maladie. On sait exactement, on peut mettre des mots sur leurs mots. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc ça a permis d'unir la famille. Ça m'a permis aussi de m'affranchir de certains médecins qui avaient un pouvoir sur nous assez important, qui nous, pour ainsi dire, manipulaient. Vous êtes infantilisé? Infantilisés. Et qui ne nous aidaient pas pour autant. Donc maintenant, c'est au diable, ces médecins-là. Voilà. On choisit des médecins en qui nous pouvons avoir confiance, parce qu'ils nous font confiance aussi à nous, parce que nous sommes quand même patients. C'est quand même un relationnel. Comment on reconnaît un médecin à qui on peut faire confiance? Qui est à l'écoute, peut-être, qui nous écoute dans un premier temps et qui ne porte pas de jugement sur ce qu'on va dire. Parce que souvent, ils sont omniscients, ils savent tout et se placent en détenteurs du savoir. Et nous, on est pauvres patients, ridicules, ne sachant rien, presque tenant des discours un peu des inepties, des trucs de bonne femme. Il y en a un qui a traité votre enfant de grosse feignasse, c'est ça? Oui, voilà. Et puis par la suite, je me rappelle, mon médecin généraliste m'a dit « Mais pour qui vous vous prenez, Madame Martin ?» Je dis « Pour quelqu'un juste qui pense que le système de pharmacovigilance ne fonctionne pas bien, c'est tout. » Voilà. Alors, je me retourne vers l'avocat. Parce que vous écoutez comme moi ces témoignages, et j'avais d'abord envie de vous dire, vous qui avez été très actif et qui avez un rôle très très important dans le rôle du médiateur, et vous avez défendu les victimes, et donc ça a été retentissant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces témoignages-là? Alors moi, ça me donne, à chaque fois que j'entends ces mères, ça me donne des frissons. Ce qui est intriguant et très intéressant avec le dossier de Madame Martin, le dossier de Madame Blanchard, c'est que c'est l'histoire de toutes ces femmes. La dépakine, c'est un scandale de femmes, et c'est des femmes, des familles, des pères aussi, qui souffrent et à qui on n'a jamais rien dit. Et l'objet de mon action, c'est d'essayer de montrer qu'on savait, alors on, ça veut dire le laboratoire Sanofi qui produit la molécule, mais aussi les autorités de santé, on savait depuis très longtemps qu'il y avait des effets tératogènes, c'est-à-dire des effets sur le fœtus, liés à la dépakine. On ne va pas rentrer dans les dates trop précises. Non, mais est-ce que c'est une conviction ou est-ce que c'est avéré aujourd'hui? Ah non, on a des faits. C'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'il y a des articles scientifiques publiés dès 1984 qui viennent dire « Attention, il y a des risques de troubles du développement, il y a des risques d'autisme liés à l'exposition in utero à la dépakine. » En plus de ça, on a des cas de pharmacovigilance. Alors la pharmacovigilance, c'est lorsqu'il y a un problème, le médecin déclare au laboratoire et à l'autorité de santé que ce problème existe. Donc au moment où il y avait ces faits dont vous parlez, qu'est-ce que les autorités et les laboratoires auraient dû faire? Informer. C'est-à-dire? Toute cette histoire, c'est informer les mères, informer les pères. C'est très simple. C'est l'écrire dans la notice, c'est écrire des courriers, c'est envoyer des... Aux médecins? Aux médecins et aux patients. Parce que finalement, vous dites dans des revues scientifiques, il y avait déjà ces alertes, mais ça n'arrivait pas jusqu'aux médecins. Ça n'arrivait pas jusqu'aux médecins et ça n'arrivait pas jusqu'aux patientes. C'est l'information qui manque. Vous voyez, toutes ces femmes, que ce soit vous, mais que ce soit toutes celles qui sont dans mon cabinet et qui viennent me voir, ce qu'elles reprochent, c'est de ne pas avoir pu choisir. Elles auraient pu choisir de ne pas avoir d'enfants, d'arrêter le traitement, de changer de traitement.
d'avoir un enfant quand même et d'assumer le risque. Mais au moins, elle devait pouvoir choisir. Et vous voyez, aujourd'hui, on sait que si une femme a une grossesse sous Dépakine, elle a quasiment une chance sur deux, 40%, presque une chance sur deux, que son enfant ait des troubles du développement type autisme. Et généralement, des préjudices d'emblée très graves. Quand vous dites on sait, c'est pas l'avocat qui parle, ce sont les autorités sanitaires. Et le laboratoire le reconnaît. Mais ça, on doit le dire aux femmes. Alors justement, vous dites le laboratoire le reconnaît. Quand on vous écoute, on a la sensation que il y a un consensus. Alors où est le problème? Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Et vous voyez, le dossier de Marine Martin, si vous m'autorisez à en parler, il est symptomatique. 2 enfants nés au début des années 2000. Les 2 enfants ont des pathologies graves. Marine Martin, on fait nommer par un juge 4 médecins. Pendant 4 ans, on fait une expertise judiciaire très longue. On fait des analyses génétiques, des trucs incroyables que le laboratoire nous impose. Ça coûte très cher. Et in fine, au mois de juin 2016, les experts écrivent « Oui, c'est la Dépakine qui est à l'origine des troubles des enfants ». Judiciairement, on dit que le lien de causalité est établi. Avec ce document, Marine Martin écrit au laboratoire pour leur dire « Bon, messieurs, vous êtes un laboratoire sérieux. Est-ce que vous voulez assumer votre responsabilité et prendre en charge mes enfants ?» Et l'objectif, vous savez, c'est pas s'acheter une Porsche Cayenne, gagner plein d'argent pour avoir une belle maison. C'est payer les aides scolaires, payer les soins à domicile, payer tous les frais que la prise en charge suppose. Et le laboratoire nous dit « Non, c'est pas moi, c'est la faute de l'État, débrouillez-vous avec la solidarité nationale ». Et ça, c'est une réponse qui est inadmissible. Parce que j'étais surpris, effectivement, que la ministre de la Santé annonce, ça a l'air d'une jolie annonce, qu'il va y avoir effectivement un fonds d'indemnisation pour les victimes. Et j'étais surpris, du coup, que ce ne soit pas le laboratoire. Le problème des procédures judiciaires, c'est que c'est très long, c'est très cher et c'est très difficile à vivre pour les victimes. C'est donc presque incompatible avec la douleur au quotidien. Vous parliez de double peine qui est la vie au quotidien, mais c'est une 3e peine qui est de faire la procédure judiciaire. Et dans ce cadre-là, une des solutions qu'on a, c'est de créer un fonds d'indemnisation qui permet de soulager les victimes et d'essayer d'aller un peu plus vite. C'est ce qui a été fait dans le Mediator, c'est ce qui sera fait dans le dossier de la Dépakine. De mon point de vue personnel, notamment en qualité de citoyen, c'est au laboratoire de payer, ou au moins participer. Quel regard vous portez sur une femme comme Marine, puisqu'on a raconté son histoire, elle se voyait comme une adolescente complexée, et cette femme est en train de se battre, et j'ai la sensation qu'elle se bat pour les autres, en fait. Moi, je dis bravo. Je dis bravo, je dis surtout qu'on a encore un travail de dingue à faire. Alors, ce qui est sûr, c'est que sans Marine Martin et sans la Pézac, la Dépakine serait toujours vendue tranquillement, comme avant. Et c'est même pas forcément moi qui le dis, le rapport de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, vient dire que ce qui s'est passé en mai 2015, c'est-à-dire de modifier complètement l'information et la façon de voir, c'est une impulsion extérieure et le travail des associations et de la Pézac qui est à l'origine de cela. Et en ça, le travail de Marine Martin, cet aspect lanceuse d'alerte, il est fondamental. Et il y a chez Marine Martin un mélange d'un courage incroyable, parfois d'une énergie folle à la limite de l'explosion, et qui fait que Marine Martin, ça lui fait pas peur de monter dans son train et d'aller au ministère, d'affronter la ministre, de lui couper la parole pour lui dire « je ne suis pas d'accord ». Et il faut ça. Aujourd'hui, grâce à la Pézac, tout le monde à peu près sait. Le problème pour l'avenir est à peu près circonscrit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de femmes, normalement aujourd'hui, ou presque plus de femmes qui sont enceintes sous Dépakine. Le problème, c'est qu'il reste plein de choses à faire pour tous les enfants qui sont là. C'est-à-dire améliorer la prise en charge scolaire, la prise en charge médicale, aider les familles. Parce que dans toutes ces familles, les mères, elles ne peuvent plus travailler, parce que quand vous avez 2 ou 3 enfants qui sont tous handicapés, avec des handicaps importants, c'est un travail à plein temps. Donc vous êtes avocat, on sent que vous parlez avec vos tripes, sans rentrer dans le détail, dans votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui fait que l'homme qui est en face de moi a décidé de se battre pour défendre ces personnes? Ce qui est un peu ambigu dans mon histoire, c'est que j'ai commencé à faire du droit, et j'ai fait du droit des affaires. Assez rapidement, j'étais pas à ma place dans ce monde un peu dur. Je me suis installé et j'ai commencé à rencontrer des victimes du Mediator. Un peu par hasard, en dînant un soir avec Irène Frachon. Je viens d'une famille de médecins et les problématiques médicales me plaisaient. Et d'un point de vue humain, travailler pour des victimes, surtout des victimes de médicaments, c'est incroyablement intéressant. Et assez rapidement, je suis entré d'abord dans ce dossier du Mediator
avec beaucoup de dossiers, et puis des problématiques liées à des vaccinations contre la grippe H1N1, des problématiques liées à un dentiste, le dentiste de la Nièvre qu'on a fait condamner. Et donc, je me suis, sans faire exprès, spécialisé dans ces questions de santé publique qui sont passionnantes et qui sont complexes à gérer. Il y a des aspects judiciaires, des aspects humains, et puis il y a des aspects de négociation avec le gouvernement, avec des fonds de garantie, avec éventuellement Parce que les protagonistes un laboratoire. Sont des familles, souvent isolées, et qui commencent à comprendre qu'il faut se réunir. Absolument. Et puis des pouvoirs publics, et qui ont des relations qu'on ne comprend pas toujours avec des grands groupes industriels. Mais quand on raconte ça, on a l'impression que c'est manichéen, qu'il y a des gentils et des méchants. Évidemment que la vie, c'est pas comme ça. Non, la vie, c'est plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce dossier de la Dépakine, ça s'est pas bien passé. Et que c'est toujours les mêmes qui en souffrent. Et aujourd'hui, on n'a pas loin de 500 familles qui nous ont confié leur dossier. Et c'est un travail énorme, mais on va y arriver. Et on l'a bien vu, par exemple, pour le médiateur, mais il y en a plein d'autres. On finit par y arriver. Mais ce qui est très frustrant, c'est que c'est très long. Et le combat de Marine Martin permet de dépasser des situations individuelles et puis de créer une force. C'est ça, en fait, la PESAC. Et Marine Martin, c'est une force médiatique, c'est une force d'opinion qui permet de sonner au ministère et de dire « Coucou, nous, on est là et il faut nous aider ». Donc le combat de Marine Martin, parce que moi je vous appelais Marine, jusqu'à maintenant c'est Marine Martin, c'est comme Erin Brockovich. C'est le symbole de quoi finalement? C'est le symbole des patients qu'on en marre, qu'on les prenne pour des billes. C'est le symbole des citoyens qui ont bien décidé qu'ils n'allaient pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est aussi, je pense, un moment où Facebook, les emails, les sites internet et la presse permettent de créer une vraie force. C'est ça, c'est que ça nous touche tous. Et en ça, c'est inadmissible. On peut rien dire quand il parle. Hein. Ah oui, c'est terrible. Après vous, on peut plus rien dire. Laurence, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à quelqu'un comme Marine? D'abord, merci. Merci mille fois pour tout ce qu'elle a fait depuis le début, depuis toutes ces années, pour tout le monde. Elle a l'air de penser à tout. Et à tous. Elle a un fichu caractère énorme. Je pense qu'elle est unique parce qu'effectivement, pour aller au ministère comme ça, avec autant de force, c'est unique. Et elle a un très, très grand cœur. Parce que, si, vraiment, elle a un très grand cœur parce qu'en fait, si elle fait ça, c'est pas pour elle, hein, c'est pour tout le monde. Parce qu'au bout du compte, voilà, son dossier est avancé. Et donc, en même temps, ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait qu'elle ait demandé à ce que je vienne ici, je me suis dit, sur le moment, on marche sur la tête, parce que c'est à moi de lui dire merci, ce n'est pas elle à me dire merci. Voilà. Et voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à lui dire bravo à Marine, bravo à sa famille, et voilà, et bravo à l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Marine Martin. Je vous appelle Marine Martin. C'est plus Marine. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous guide? Vous avez un mantra, une devise, quelque chose qui vous permet de tenir droite et de résister à toutes les pressions? Parce qu'on n'a pas parlé des pressions. Et il y en a beaucoup, que ce soit la pression médiatique, les jalousies, le monde associatif, qui n'est pas toujours rigolo. Oui, j'aime beaucoup. Bon, moi, je suis très branchée Espagne, etc. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup le poème d'Antonio Machado qui disait effectivement que toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, c'est en marchant que tu construis ton propre chemin. Et effectivement, c'est pierre après pierre que tu crées la vie que tu as envie de créer et que tu donnes du sens à ta vie, quoi. Voilà. Bon, c'est mon petit poème préféré. Bon, merci. Vous m'avez présenté des gens importants. Je voudrais à mon tour vous présenter des gens qui comptent pour moi. Ils vont vous plaire, je le sais déjà, parce qu'ils n'acceptent pas la fatalité. Et au fond, ils s'intéressent à tous les problèmes de la société, toutes les inégalités, les injustices, mais ils s'intéressent surtout aux solutions. Et aux solutions qui marchent. Et donc, ils passent leur temps à me présenter des gens dont ils me disent « Oh, tu vas voir, tu vas l'adorer ». Et ils se trompent rarement. Donc j'espère que vous allez comprendre pourquoi ils me mettent de bonne humeur. Ils sont en train de nous préparer à déjeuner. Je vais voir où on en est, d'accord? Je vous laisse entre vous, on se retrouve juste après. D'accord. Ça vous va? Ça À tout de suite. Merci beaucoup. Salut. Ça sent bon? Salut Fred. Ça sent la ciboulette là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Gazpacho de tomates. On a tout donné là. Donc c'est quoi gazpacho? Gazpacho, tomates et fromage de chèvre. Bon, cet endroit est assez incroyable. C'est chouette, hein, en plein Paris. Ouais. Magnifique avec le petit jardin et tout. Oui, c'est un côté cloître avec un Ouais. jardin à l'intérieur. Ouais. Et qu'on puisse tourner autour, ouais, c'est très, très sympa.
Et toi, Arnaud, tu vas nous parler de quoi? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement silencieux, mais qui est en train de transformer la planète, en France, mais dans le monde entier. C'est un mouvement d'acteurs de changement qu'on peut aussi parfois appeler des entrepreneurs sociaux. Et un entrepreneur social, par exemple, c'est un fermier, un éleveur de la région de Nantes qui est en train de transformer l'industrie du lait en créant des circuits courts qui sont plus respectueux dans l'environnement, plus respectueux des éleveurs, et qui, ce faisant, est en train de faire très très peur aux grands lobbies. Ben, décidément, aujourd'hui, les lobbies n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Vous allez comprendre avec mon invité. Et ben merci, à tout de suite, les enfants. À tout de suite. Ah oui, bah là, faut qu'on finisse quand même de tout mettre en place. Toi, tu te veux comment? Three little birds sat on my window.